contre le président. Alors, un bref historique. Ça fait plus de 40 ans que l'association Vivre en Maurienne a démarré son activité, mais je vais faire court. Donc c'est une association qui s'était créée pour lutter contre la pollution fluorée des usines d'aluminium Péchinet qui jalonnaient toute la vallée et qui faisaient crever tout ce qui existait, les plantes, les forêts, les abeilles, les animaux, particulièrement les vaches, les chevreuils, les cerfs. Et évidemment, cette pollution avait un impact sur la santé humaine. À l'heure actuelle, alors, dans les années fastes, Péchinet a rejeté jusqu'à 2000 tonnes de fluor. À l'heure actuelle, on en est à 80 tonnes. Mais malgré tout, les impacts sur la végétation, en particulier les plantes sensibles et les arbres fruitiers, sont encore bien visibles. Et malheureusement, l'industriel qui s'appelle maintenant Trimet, qui a pris la succession de Péchinet, a l'autorisation d'augmenter sa production et donc d'augmenter sa pollution. A suivi ensuite une longue bagarre contre la recherche d'uranium. Et là aussi, il y a des projets à Épierre, dans le massif de la Lausière, au-dessus de Saint-François-Longchamp, à Valloire, Valménier, Bramant et à Lens-le-Bourg. Donc ça a été un combat de longue haleine, mais finalement gagné. Il y a ensuite la lutte contre l'autoroute de Maurienne, l'association ayant été la première à introduire la notion de ferroutage. Et donc à l'époque, on voulait déjà que les marchandises passent sur les trains. Clairement, nous avons perdu. Et puis, il y avait également la lutte contre la promotion des loisirs motorisés. Donc chaque année à Valloire, il y avait la Transval Quad, avec quelques 2000 quads qui montaient jusqu'à plus de 2500 mètres d'altitude. Donc là, on a gagné. Et il y a eu également la foire du tout-terrain, avec la même chose, mais avec des véhicules tout-terrain. Et là, nous avons perdu, puisque cette année encore, la foire du tout-terrain s'est déroulée à Valloire. Donc, on dit aux citoyens d'économiser le carburant, et en même temps, on fait la promotion des loisirs motorisés, où les gens vont faire les zouaves jusqu'à 2500 mètres d'altitude, sur des pistes qui, normalement, sont des pistes de ski. Il y a eu en 99 l'incendie du tunnel du Mont Blanc, et du jour au lendemain, la vallée de la Maurienne a été envahie de camions, avec un doublement du nombre de poids lourds du jour au lendemain. Et donc il y a eu, c'est ce qui a motivé la création de l'association Réagir, avec laquelle Vivre en Maurienne a travaillé en étroite collaboration pendant des années, si bien qu'en 2013, nous avons fusionné les deux associations, et avec pour objectif d'arriver à un report modal des marchandises de la route vers le rail. Dans un premier temps, nous pensions que le Lyon-Turin était une bonne solution, et au fur et à mesure des années, nous nous sommes rendus compte que le Lyon-Turin était un leurre, parce qu'il servait finalement d'alibi pour retarder la bonne solution, qui était de finir l'amélioration nécessaire sur la mine existante et c'est ce qu'on sait aujourd'hui, et une amélioration pour quelques centaines de millions d'euros permettrait de faire passer de la route vers le rail les 3/4 des marchandises qui, à l'heure actuelle, transitent par camion, et en Maurienne et au Mont Blanc. Nous avons aussi lutté contre l'ouverture de la circulation du deuxième tube du Fréjus. Donc on nous avait vendu cette deuxième galerie du tunnel routier du Fréjus comme une galerie de sécurité.
Mais compte tenu du fait qu'elle était bien trop large pour n'être qu'une galerie de sécurité, dès le départ, on avait dénoncé cette galerie en sachant qu'elle servirait à la circulation, ce qui n'a pas manqué de se produire. Autre sujet de vivre et agir en Maurienne, nous souhaitons que le développement touristique soit un développement des 4 saisons et destiné pas seulement aux riches, mais que ce soit ouvert à une clientèle plus modeste, plus familiale, de manière à ce que les bienfaits de la montagne profitent à tous. Et donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes opposés au SCOT, schéma de cohérence territoriale maurienne, qui est la poursuite des méthodes anciennes, à savoir on équipe de plus en plus haut, on fait des remontées mécaniques, on fait des pistes, on fait des liaisons interstations de plus en plus haut, on construit des milliers de lits nouveaux, alors que dans l'ensemble des stations de Maurienne, il y a plus de 50% de lits froids ou tièdes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas occupés la majeure partie du temps. Autre préoccupation, c'est les ouvertures de carrières. Donc, il y a la carrière de Saint-Pancrace et Saint-Jean. Donc, côté Saint-Pancrace, pour l'instant, c'est stabilisé. Normalement, l'étendue actuelle ne devrait pas être agrandie. Par contre, il y aura des problèmes sur Saint-Jean. Et il y a également la volonté d'ouvrir des carrières de gypse partout en Maurienne, à partir de Modane, Bramant et jusqu'en Haute-Maurienne. Voilà, tout ça en partie pour le Lyon-Turin, mais pas seulement. Alors j'ai oublié aussi de parler de la réouverture de la carrière de Saint-Martin-la-Porte, qui est une carrière de calcaire. Et pour l'instant, c'est au tribunal, donc le projet pour l'instant est gelé, mais le jugement sur le fond n'étant pas terminé, n'ayant pas eu lieu, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà, donc tout ça c'est pour dire que nous avons énormément à faire. Alors j'ai oublié de dire aussi que l'association faisait partie du comité de suivi Céveso. Et à l'intérieur de ce comité, nous essayons d'attirer l'attention sur les problèmes liés au rejet polluant, en particulier Arkema à la Chambre. Si vous passez devant la Chambre, souvent ça sent très très mauvais. Et c'est une usine aussi qui émet plus d'une trentaine de composés organiques volatiles dont on prétend qu'ils s'envolent dans l'atmosphère, qu'ils n'ont aucun effet sur la santé, ce qui reste à prouver. Et également, on continue à être très vigilant par rapport à l'extension de l'usine de Saint-Jean et l'augmentation de pollution. Voilà, alors je passe, le gros sujet d'actualité ces derniers mois sont sur le Lyon-Turin, et donc je passe la parole à Philippe. Philippe, bonsoir à tous. Donc bonsoir à tous. C'est vrai qu'une date est à retenir, c'est le 24 août 2022. Le 24 août 2022, c'est le début d'une nouvelle ère dans notre combat contre le Lyon-Turin. Le 24 août, au matin, à 5 h du matin, une trentaine d'habitants de Villarodin-Bourget se sont mobilisés pour éviter de faire passer une trentaine de toupies de béton qui traversaient notre village pour aller couler des dalles de béton au puits d'Avrieux, juste à côté de Villarodin-Bourget. Eh bien, on a réussi. Ce jour-là, on a compris qu'on avait un pouvoir. En tant que simple citoyen, on avait le pouvoir de pouvoir arrêter des camions qui pouvaient en fait non seulement nous embêter en traversant le village, mais en plus peut-être aussi de couler du béton pour, encore une fois, un projet que nous jugeons, nous, inutile et ruineux. Alors juste avant peut-être de continuer cette aventure qui redémarre en quelque sorte le 24 août,
Eh bien, on va vous passer une petite vidéo qui dure pas très longtemps. Et je vous présente derrière moi l'ancien président de TELT, Hubert Duménil. Alors TELT, c'est Tunnel Euralpin Lyon-Turin. C'est une entreprise franco-italienne qui est chargée de construire le futur tunnel de base, dit de base, de 57 km, 2 tubes de 57 km. Au total, 164 km de galeries à creuser. Donc on va voir un petit peu quels sont ses arguments vis-à-vis de pourquoi il faudrait faire un nouveau tunnel, puisqu'il en existe déjà un. Pourquoi est-ce qu'il faudra donc faire un deuxième Lyon-Turin? Peut-être qu'on peut l'écouter. L'objectif, c'est d'avoir un temps de parcours de Paris-Milan en 4 heures, au lieu de 7 heures actuellement. Donc vous allez économiser 3 heures de votre temps. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, passer un week-end à Milan et prendre le train à l'aller et au retour. On gagnerait 3 heures. Vraiment? Au total, les arrêts dans les gares et la ligne TGV qui ne nous sert à rien nous auront coûté 95 minutes. Le trajet actuel pourrait donc se faire dès aujourd'hui, en 5h25, sans arrêt. Contrairement à ce qu'affirme le document du promoteur public, la nouvelle ligne ne fera pas gagner 3 heures aux voyageurs, mais seulement 1h25 minutes. Nous présentons nos calculs à Hubert Duménil, le promoteur public du projet. Et sa réaction peut surprendre. Si 7 heures il y a des arrêts et 4 heures il n'y a pas d'arrêt, c'est pas vraiment 3 heures de gagner finalement. Enfin écoutez, on n'en est pas à la minute près, vous voyez, là, comme quand vous dites que vous faites Paris-Lyon en 2 heures, c'est jamais 2 heures. Hein, ce matin j'ai mis 2h07, il y a une autre fois, voilà. Donc on est sur des ordres de grandeur, on n'est pas dans une présentation d'un billet de train qui donne des heures précises à la minute près. Vous, en termes de communication, quand même dans vos dépliants vous avancez, voilà, le Paris-Milan pourra se faire en 4 heures au lieu de 7, c'est un mensonge. Oui, oui, c'est une présentation favorable. Erronée. Favorable. Bon, vous êtes d'accord pour dire que votre communication de 4 heures au lieu de 7, elle n'est pas très honnête quand même. On simplifie un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais, je vous signale qu'aujourd'hui il n'est plus président. Il n'est plus président depuis le mois de janvier. Voilà. Donc il a été remplacé par un homme qui a 67 ans, qui s'appelle Daniel Dussault. Voilà. Donc en fait, je poursuis mon histoire, peut-être. Le 24 août, donc, on a commencé à bloquer les camions. Et puis finalement, on a réussi. Les toupies de béton ont dû, retourner. Sinon, le béton allait se prendre dans la toupie et ce serait été terrible pour les toupies. Le surlendemain, on a continué à barrer la route. Et on a à nouveau réussi à empêcher les camions de passer. Donc encore une fois, on a bien un vrai pouvoir. Mieux encore, on n'était plus que 23 le matin, à 6h du matin, le 3e jour. Et là, la gendarmerie commençait à trépigner un peu. Et ils nous ont demandé de libérer la route, sinon ils nous verbalisaient. Alors on s'est tous réunis, on était 23, on a fait un cercle et démocratiquement on a dit ceux qui veulent rester pour être verbalisés peuvent rester. Celles et ceux qui ne se sentent pas d'être verbalisés, parce que vous comprenez bien que c'est quand même une infraction, eh bien, ils sont partis. Nous ne sommes restés que 8, et à 8, on a empêché les camions de passer. Donc c'est quand même pas mal, 8. On est revenu le lundi, et rebelote, on a à nouveau bloqué la route, à nouveau des camions sont arrivés, à nouveau la gendarmerie est arrivée, et là, au lieu d'être 8 à rester, on était les 25 à rester, à être verbalisés. Ça veut dire qu'il y a un moment donné où les gens ont compris qu'il y avait un plafond de verre qu'il fallait briser et qui a été brisé ce jour-là. Et donc, à nouveau, les camions ne sont pas passés. Le lendemain, mardi, on avait en plus de cela deux personnes qui sont venues à notre rescousse parce qu'on comprenait bien que ce n'est pas 20 ou 30 personnes qui pouvaient continuer comme ça à empêcher ce superbe projet. On a donc fait appel à des élus, des représentants, et 2 personnes sont venues à notre rescousse, Jean-François Coulombe, qui est le député de la Savoie, et puis Alexandre Accusé, qui est conseillère régionale. Et avec eux, on a réussi à nouveau, parce que là, cette fois-ci, la gendarmerie s'est dit, c'est quand même pas 20 clampins qui vont empêcher cela, ils ont envoyé les CRS. Et les CRS n'ont pas osé nous déloger au Rocher des Amoureux à Villars-Bourget,
Et donc en fait, ils se sont dit il faut faire autrement, puisque le sous-préfet étant là avec son gilet pare-balles, il était là avec un gilet pare-balles, alors que nous on était vraiment pacifiques, on s'asseyait par terre sur la route. Eh bien, ils ont contourné la situation, ils sont passés par l'autre village de Villarodin et Avrieux pour monter leur toupie de béton. Quand nous on a su ça, on a couru vers Avrieux, et là on a bloqué définitivement toute la route. Et là vous comprenez bien que la pression a monté d'un cran. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Eh bien voilà, ils en ont choisi un, ils l'ont embarqué en garde à vue, pendant que les autres continuaient évidemment à rester assis. Celui en question, c'était moi, j'ai passé 7 heures en garde à vue, simplement pour avoir bloqué quelques camions qui montaient en fait à Avrieux. 7 heures de garde à vue et la procureure n'a pas pu retenir quoi que ce soit contre moi. Il n'y avait pas de geste de violence, il n'y avait pas d'entrave véritablement à la circulation, sauf pour certains camions. Donc finalement, ils ont été contraints de me relâcher parce qu'il n'y avait rien. C'est ça en fait notre force. C'est qu'à la fois, peut-être, on n'est pas si nombreux que ça pour l'instant, et encore, je dis sur le terrain, mais il y a beaucoup d'autres gens, et je pense que d'autres personnes en parleront, que nous ne sommes pas de simples petits irréductibles à se battre contre ce projet. Mais encore une fois, c'est qu'on a une vraie force parce qu'on défend quelque chose qui, tout à l'heure, en fait, des autochtones américaines sont venus vous parler de l'eau, de l'air, de la terre-mer. Eh bien, je crois qu'ici, là, à Vibrages-en-Maurienne, on défend aussi ça. On défend des biens communs que sont l'eau, l'air et la terre, parce que, encore une fois, ce projet-là, il détruit en quelque sorte nos biens communs pour des avantages éventuels pour quelques-uns qui sont loin d'ici. Donc il y a quelque chose qui ne convient pas dans ce projet et que nous on entend bien faire entendre. On a envie d'en faire entendre notre voix, parce que encore une fois cette eau que l'on perd, on en parlera peut-être avec tout à l'heure avec vos questions si vous voulez, mais l'air aussi qu'on pourrait déjà améliorer considérablement, et la terre avec les terres agricoles que ce projet pourrait détruire. Eh bien, c'est tout ça, en fait, qu'on essaye de défendre. Donc, on est tout à fait en raccord, en connexion, parce que je crois que Joan et Lana, les deux Indiennes, tout à l'heure, elles me disaient, mais on est connectés. Mais oui, on est connectés. On est connectés entre humains, bien sûr, mais on est connectés aussi aux autres êtres vivants. Parce que c'est ça, quand même, qui est important. On ne peut plus se contenter qu'à certains endroits, il y a encore quelques braises de vivants qui sont encore vivaces, pendant que tout le reste soit détruit. Et nous avons la chance, nous ici en Maurienne, d'avoir vraiment un vivant encore très vivant. Il faut qu'on arrive à le défendre et à le préserver pour que ces braises de vivants finalement se poursuivent et face à un incendie qui dépasse notre vallée, que ce soit en France, j'allais dire, mais aussi en Italie, pour que ce vivant nous permette de continuer à vivre. Parce que c'est quand même ça qu'on défend, c'est de continuer à vivre tous ensemble, les arbres, les plantes en général, mais aussi les êtres vivants, les animaux, etc. Et nous, parce qu'on dépend d'eux. Sans eux, on n'est plus rien. Donc voilà pourquoi, et c'est ce que j'ai dit aux gendarmes qui m'auditionnaient, et donc en fait c'est ça qu'on défend. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas dire autre chose que de ben oui, on défend le vivant. Allez, deuxième petite vidéo pour voir qu'on a vraiment de bons copains. Il y a une solution et on doit la faire avancer tout de suite sans attendre le Lyon-Turin, c'est augmenter le fret ferroviaire. Cette plateforme ici a montré que ça marchait. Mais l'État n'a pas assez bougé. La région va mettre 10 millions d'euros sur la table pour mettre en place une nouvelle plateforme de chargement. Et une négociation avec nos transporteurs pour faire en sorte qu'on puisse réaugmenter à la hausse le transport par chemin de fer pour diminuer les poids lourds qui sont sur la route. Je ne laisserai pas les habitants de notre région tout seuls face à la pollution. La région va agir et je veux qu'à notre niveau, on fasse bouger les choses. Ça surprend toujours quelques-uns de voir Wauquiez. Voilà, cette vidéo date de 2016. Elle date de 2016, donc il va mettre 10 millions sur la table, mais il n'a pas dit quand. C'est le petit problème. Et donc, en fait, clairement, on a voulu vous montrer cette petite vidéo pour vous montrer que finalement, tout le monde est d'accord sur le fait que la ligne existante peut transporter des marchandises,
donc il est possible de sortir les marchandises de la route tout de suite et maintenant, que ça c'était en 2016, que la députée de la circonscription était d'ailleurs vice-présidente au conseil régional avec Monsieur Vauquier, donc elle était parfaitement d'accord, sauf que depuis 2016 personne n'a rien fait, ou plutôt ils ont fait des petites choses. Ils ont continué d'accepter que la galerie de sécurité du tunnel routier du Fréjus soit ouverte à la circulation pour reporter les poids lourds du Mont-Blanc vers la Maurienne. Ils ont continué à collaborer au fait que chaque année 20 millions d'euros passent du bénéfice du tunnel du Mont-Blanc au tunnel routier du Fréjus pour permettre de polluer un peu plus la vallée de la Maurienne. Et donc, il était intéressant de remettre face à leurs déclarations et face à leurs responsabilités ceux qui viennent en Maurienne vous expliquer qu'ils vont se bagarrer pour qu'il y ait du report modal, mais ne font rien. Et aujourd'hui, nous font des tribunes en disant « oulala, 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 vivement le Lyon-Turin, parce que comme ça, on aura moins de pollution. » C'est bête parce que c'est demain que les transporteurs routiers qui passaient au Mont-Blanc vont passer dans la Maurienne. Et donc, vous avez là la preuve que depuis 6 ans, ils n'ont rien fait et que la situation de dégradation de la qualité de l'air en vallée de la Maurienne a bien des responsables. Ces responsables, ce sont l'exécutif régional et les responsables politiques de la région. Il y a plusieurs projets, en fait, c'est vrai, de stockage de ces déchets. Moi, je parle maintenant de déchets et non plus de déblais. Parce qu'un déchet, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus, qu'on met de côté, au rebut, etc. Et en plus, ce n'est pas recyclable comme pour certains autres déchets. Eh bien, il y a à peu près 18 millions de tonnes de déchets qui vont être sortis de ces 164 km de galeries. Il y en a à peu près 3 à 4 millions de tonnes qui vont être stockées à Villarodin-Bourget. On a tout, en fait, à Villarodin-Bourget. On a une chance extraordinaire. Ils ont rasé la forêt sur une partie d'un versant pour stocker en fait une partie de ces déchets. Voilà. Une autre partie sera stockée dans d'autres endroits, y compris en Italie, mais essentiellement en France, c'est vrai, puisque sur les 57 km à peu près que fait le tunnel en longueur, il y a 45 km en France et 12 km en Italie. Donc c'est pour dire que la part italienne est assez faible. Voilà. Philippe, les acquis, là, ce que vous allez récupérer, vous allez le payer en liquide? Les acquis. Ah, les déchets? Oui, au niveau des déchets. Non, alors il n'est pas prévu comme pour certains déchets, par exemple le tunnel routier du Fréjus. Il est vrai que la commune ne touchera rien pour déposer ses déblais. Il n'y a rien, pas 1 euro, on va dire, je crois que c'était 1 euro la tonne ou un truc comme ça pour d'autres projets, mais là il n'y a rien. Rien n'est prévu. Un tout petit complément par rapport à la question. La question, c'est qu'il faut bien comprendre que le Lyon-Turin, c'est un programme. Et que si aujourd'hui on parle du tunnel transfrontalier de Saint-Jean-de-Maurienne à l'Italie, en fait, ce truc-là n'est conçu que dans un programme total qui part de l'Est lyonnais, donc Lyon-Satolas exactement, qui traverse donc tout l'avant-pays savoyard et toute la plaine de Bourgoin-Jallieu, qui traverse également le massif de la Chartreuse, le massif de Dulin-l'Épine, le massif de Beldonne jusqu'à la Chambre, et de la Chambre sous le massif du Glandon jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Et que donc, il faut bien avoir conscience que quand on parle de déchets, en fait, on peut parler que des déchets de ces 160 km de galerie, mais que les déchets, c'est sur 260 km de trajet en tout entre la France et l'Italie qu'il s'agit. Donc c'est bien supérieur à ce qu'il peut y avoir uniquement ici. Donc ça, c'était la première observation. Là, la détérioration de l'environnement est une détérioration sur 270 km. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vous recommande, ou en tous les cas je suggère, de ne pas utiliser l'indicatif quand on parle de ce sujet, mais de parler du conditionnel, parce que nous avons le pouvoir de l'arrêter, et c'est notre responsabilité à nous d'arrêter ça pour une raison très simple. C'est un projet qui ne préserve pas l'environnement, donc ce n'est pas un projet de la République, c'est un projet d'une poignée de personnes irréductibles qui, comme tu le disais tout à l'heure, se sont opposées, eux,
à toutes les décisions de toutes les administrations centrales depuis plus de 25 ans. C'est-à-dire que toute la fonction publique, toute la haute fonction publique, depuis 25 ans, à commencer par 1998, le Conseil général des ponts et chaussées, on dit il ne faut pas faire ce projet. Il ne faut pas faire ce projet, la ligne existante est capable de reporter les marchandises de la route vers le rail. Et le dernier rapport en date est celui du 1er février 2018 du Conseil d'orientation des infrastructures qui reprend la totalité des services de l'État, Direction du Trésor, Inspection Générale des Finances, Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable, les parlementaires, etc. Tous écrivent. Personne n'a rapporté la démonstration que ce projet est utile et, bien au contraire, ses caractéristiques socio-économiques sont clairement défavorables. Rien n'est à faire avant 2038 et il est possible d'utiliser la voie existante. Donc il faut utiliser absolument le conditionnel, ce qui nous fait réviser notre Becherel et les conjugaisons. Et en plus de ça, ça nous permet également de nous mobiliser. Et je crois que cette journée, comme la journée de la semaine dernière à Barbera, comme celle du 4 septembre, montre bien qu'on a une capacité de mobilisation et que par contre, à l'inverse, les promoteurs de ce projet, les partisans de ce projet, qui pensaient qu'ils étaient en terrain conquis et qu'ils pouvaient dévaster la Maurienne sans avoir aucune résistance face à eux, se montrent aujourd'hui extrêmement fébriles, se sentent obligés de faire des tribunes et de mentir, à savoir dire « nous sommes pour le report modal », mais dans 20 ans. Dans 20 ans, il fera 50 degrés à Londres. Cette année, il faisait 41. Alors, le problème de l'eau sur le Lyon-Turin s'est posé tout de suite, en fait, enfin sur ce tunnel de base, puisqu'en 2002, lorsque les premiers travaux de préparatoire commencent à Villarodin-Bourget, juste en dessous du village du Bourget, ils commencent à creuser une descendrie, c'était la première descendrie. Et au bout de quelques centaines de mètres, en fait, ils se sont rendus compte, ils le savaient déjà, puisque c'est marqué dans leur rapport, ils savaient déjà, en fait, qu'ils allaient capter toutes les sources d'eau. Si bien que, dès le mois de novembre 2002, les travaux ont commencé pendant l'été, et bien les sources du village ont tari. Manon des sources, c'est exactement ça. Et donc, vous comprenez bien que très rapidement, les gens se sont mobilisés à Villarodin-Bourget contre ce projet, parce que justement c'était lié à l'eau. Et en fait, si on regarde bien, comme je vous disais, c'est écrit dans leur rapport, et il y a un rapport européen qui date de 2006, qu'on appelle le rapport COWI. À la page 47, il est dit qu'en fait ce projet va drainer sur l'ensemble du tunnel, s'il se faisait, entre 60 et 125 millions de mètres cubes d'eau par an. C'est-à-dire la quantité d'eau potable qu'une ville de 1 million d'habitants peut utiliser pendant une année. Ça, chaque année. C'est des quantités énormes. Alors nous, on s'est dit, il faut quand même qu'on mesure, nous, parce que TELT ne délivre pas des chiffres de quantité d'eau qui sont sortis par les tunnels. Quand je dis les tunnels, en fait, ce sont les 3 galeries de descendrie qui sont à Saint-Martin-la-Porte, à Saint-André-la-Prat et à Villarodin-Bourget. Alors il y en a une autre en Italie, à Chiomonte, qui subit en fait les mêmes choses. Donc quand vous creusez une galerie dans la montagne, eh bien vous transfusez la montagne et l'eau sort par cette galerie-là. Alors on a mesuré, on est allé avec un copain aussi chevelu que moi, mesurer ces eaux qu'on appelle d'exor, c'est-à-dire qui sortent donc du tunnel. On est allé à Saint-Martin-la-Porte, on a pris un bidon de 100 litres, donc on a pris un bidon de 200 litres qu'on a coupé en deux, et ça nous donnait une jauge de 100 litres. Et on l'a mis sous la buse qui sortait du tunnel. Eh bien en une seconde, les 100 litres étaient atteints. Enfin, instantanément, parce qu'en fait, on ne peut pas calculer une seconde, hein, même au chronomètre, le temps de déclencher un chronomètre, c'est impossible. Donc, le fût de 100 litres se remplit instantanément, et donc on peut considérer qu'il y a 100 litres. Il faut quand même rappeler pourquoi on a décidé de faire ça. C'est parce qu'on discutait, on disait il faut trouver un outil, là, un engin qui nous permette de savoir quel est le débit là, de ces buses. On recherchait un cabinet qui pouvait faire ça, tout ça était très très compliqué. Et puis en fait on a dit mais TELT vérifie soi-disant le niveau des sources et suit le niveau des sources avec un seau de 30 litres et un chronomètre. Et on a eu un rapport du Bureau de recherche géologique et minier qui dit que 75% de leurs mesures ne sont pas utilisables ou
de faible qualité, parce qu'en fait, il y a des débits qui sont extrêmement importants, 20, 30 litres seconde, et que si vous vous pointez avec un seau de 30 litres seconde et un chronomètre, vous êtes incapable de définir le débit. Et donc on a dit, on va y aller avec un pot de 100 litres, là au moins on va être tranquille. Et même à 100 litres, on s'aperçoit que ça se remplit instantanément. La deuxième buse, pour être parfaitement clair, à Saint-Martin-la-Porte, a mis 5 secondes pour se remplir, c'est-à-dire 20 litres seconde. Voilà comment on a fait. Mais si on est venu avec un fût, c'est parce qu'eux-mêmes le font avec un seau quand ils le font. Alors bien évidemment, personne ne peut savoir combien il en sort, et je crois que tu pourrais le confirmer, Annie. En fait, à chaque fois que vous avez demandé quels sont les niveaux, les débits que vous rejetez, ils refusent de répondre, et ça depuis de longues années. Donc on a fait ça, et aujourd'hui, ils ne répondent toujours pas. Là encore, notre responsabilité, c'est de dire à nos élus, répondez-nous sur cette question, elle est essentielle, puisqu'effectivement, ça assèche la montagne. Donc en fait au total, je termine juste au total, sur les deux galeries de reconnaissance qu'on a mesurées, entre celle de Villard-d'un-Bourget et celle de Saint-Martin-la-Porte, on atteint et on dépasse les 150 litres seconde. Si on multiplie en mètres cubes par an, ça fait à peu près presque 5 millions de mètres cubes d'eau par an. Juste pour donner un ordre d'idée, à Saint-Martin-la-Porte, la quantité d'eau donc est de à peu près 120 litres seconde, ça fait à peu près 3 millions de mètres cubes d'eau par an. Eh bien, la commune de Saint-Martin-la-Porte, c'est 50 000 mètres cubes par an. 50 000 mètres cubes par an à Saint-Martin-la-Porte, et là, ils en rejettent 3 millions de mètres cubes par an. Donc ça veut dire qu'il y a un gaspillage énorme de l'eau, et c'est surtout qu'en fait, l'eau elle court-circuite la montagne, parce qu'on la prend à un endroit, elle n'arrose plus, elle n'alimente plus en fait les prés, les forêts, les jardins, etc., qui en fait étaient censés être traversés avant. C'est ça en fait qui est important. Et il y a une deuxième chose, c'est que la nature en ce moment, et vous l'avez dit très justement, cet été il y a eu une sécheresse, mais c'est pas seulement cet été, ça fait depuis 2018 qu'il y a des sécheresses répétées. Eh bien aujourd'hui la nature n'est pas capable de recharger les nappes souterraines que les descendries sont aujourd'hui en train d'assécher. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est que finalement avec ce phénomène-là, TELT aggrave une situation climatique avec la perte des glaciers, la réduction des hivers et les assèchements, les sécheresses de plus en plus énormes. Donc ça veut dire qu'avec ce projet-là, on est en train en quelque sorte véritablement d'assécher la montagne. Merci. Oui, je pense que la lutte qui est menée ici est une lutte véritablement exemplaire, et je pense que, bien sûr, sur un court trajet de l'hypothétique Lyon-Turin, vous avez réussi à démontrer un certain nombre de caractéristiques qu'on avait déjà imaginées plus tard. Il y a tout au long du trajet, en prévision, 330 km de tunnels. Quand on compte les tunnels séparés les uns des autres. 330 km de tunnels, ça veut dire, admettons qu'ici on soit concerné par 1 km ou 2, ça veut dire qu'on a potentiellement des risques énormes d'avoir la même chose tout au long du parcours. Donc ça veut bien dire que là c'est extrêmement grave. Alors, je suis tombé tout à l'heure sur un article intéressant là, que vous avez déposé sur votre table, et qui concerne finalement si le Lyon-Turin se faisait. Conditionnel. C'est le conditionnel. Eh bien, il y aurait l'utilisation de ce Lyon-Turin pour établir des corridors européens de mobilité militaire et le processus donc de militarisation des territoires traversés. Autrement dit, la route n'étant pas suffisamment fiable, sécurisée, eh bien, on fera passer pour la défense européenne, dans le cadre de l'OTAN, des quantités de matériel pour aller de l'ouest à l'est, et ça veut dire que cette militarisation de l'Europe, elle aura aussi des conséquences. À la limite, cette utilisation militaire, pour ceux qui construisent le Lyon-Turin, serait pratiquement absolument indispensable. Donc voilà, c'est ce qu'ils veulent nous montrer. Et donc c'est extrêmement plus grave encore qu'on pensait. Je m'arrête là-dessus.
Vous pouvez trouver toutes ces informations au stand de l'Observatoire des armements qui a publié ce document. La question aussi, tout à l'heure, tu disais TELT, mais moi je pose la question aussi de la responsabilité des élus de Maurienne. C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire que soit ils ne savent rien, soit ils sont complices de bout en bout. Donc à partir de là, il faut quand même les interpeller une bonne fois pour toutes. On peut pas... Enfin, voilà quoi. On peut pas continuer à un moment donné, il faut les interpeller, il faut qu'ils s'expliquent. Parce que pendant que l'on est là, eh ben, il y en a d'autres qui sont persuadés que le Lyon-Turin, c'est formidable. C'est comme là, ils ont été complices quand même de la destruction massive des différentes communes. Alors c'est vrai qu'en fait, on a fait pas mal de réunions publiques, on essaye d'informer les gens, etc. Il y a aussi quand même que pour les élus, il y a TELT qui a mis en place un système qui s'appelle les mesures grand chantier et qui en fait pour beaucoup d'élus sont un moyen facile d'obtenir un certain nombre de subventions. Simplement, s'il n'y avait pas cette mesure grand chantier, ils obtiendraient quand même ces subventions. Mais la mesure grand chantier fait croire que c'est grâce à TELT, à ce grand chantier, qu'en fait ils obtiendront plus rapidement un certain nombre de subventions pour rénover ceci ou cela dans leur commune. Et je pense que les élus sont avant tout peut-être, j'allais dire presque drogués aux subventions. Mais c'est un peu ça. Et c'est donc à nous, les citoyens, d'aller voir nos élus, nos représentants, pour leur dire mais est-ce que vous avez bien fait la balance, l'équilibre entre ce qui est l'avantage d'aujourd'hui pour les destructions de demain? Parce qu'évidemment, c'est aussi, on se bat pas seulement pour le présent, mais on se bat aussi pour le futur, pour les enfants qui habiteront aussi la Maurienne. Et peut-être nous quand on sera un peu plus vieux. Pour répondre à ça de manière peut-être un petit peu plus factuelle et en tous les cas qui nous engage à agir, c'est qu'aujourd'hui, avec, disons, la visibilité de ce qui a été fait depuis le mois d'août, comme le disait Philippe, en fait, on a face à nous là des tribunes, des droits de réponse dans le journal de la Maurienne, etc., qui disent mais comment, ces gens-là font des rencontres et ce ne sont pas des débats contradictoires, il faut qu'il y ait des débats contradictoires. Et donc, les élus là, qui sont en train de signer une tribune, promue par notre députée de la 3e circonscription, Madame Bonivard, ces élus qui signent cette tribune doivent premièrement organiser. Et allons les voir pour leur dire, bah tiens, ça tombe bien, vous êtes pour le débat contradictoire, nous aussi. L'histoire avec Vivre et Agir en Maurienne, c'est que Michel Bouvard a été invité à débattre contradictoirement en public, il l'a refusé. Je crois qu'Émilie Bonivard a également été invitée, et on n'a pas eu, et Louis Besson, et à chaque fois on n'a pas de réponse ou un refus. Et donc, clairement, le débat contradictoire, nous le disons ici officiellement, peut-être les renseignements généraux sont dans la salle, dites-le au préfet, dites-le au sous-préfet, dites-le aux élus. Nous sommes prêts à faire des débats contradictoires, on est même prêts à les organiser, c'est cool. Donc voilà, on est prêt à organiser les débats contradictoires. Madame Bonivard, vous êtes députée de cette circonscription, plutôt que faire des débats où les gens sont triés sur le volet, comme ça a été fait à Avrieux, où par exemple Philippe n'a pas pu rentrer dans la salle parce que c'était trié sur le volet, on choisit les gens qui rentrent, ou des réunions où la presse n'a pas le droit de rentrer. Donc clairement, exigeons de nos élus qu'ils organisent effectivement ces débats contradictoires. Il y a un élément qui n'a pas été dit, et je le dis peut-être très très vite, de manière à ce que chacun soit clair dans sa tête. Si aujourd'hui nous disons que la voie existante est capable de sortir les marchandises de la route, que ça aurait dû être fait comme l'avait proposé Monsieur Wauquiez, eh bien c'est assez simple, n'importe quel gamin du CE2 ou du CM1 est capable de le calculer. En 1998, Christian Brossier, l'ingénieur des ponts et chaussées, écrit dans son rapport « Il passe en ce moment entre la France et l'Italie 100 trains par jour dans les deux sens ». En 1998. On a fait des travaux sur la ligne, on peut imaginer qu'il peut toujours passer 100 trains par jour. En fait, un train permet de porter en moyenne
une trentaine de containers équivalents d'un semi-remorque. Donc si on peut faire passer 100 trains par jour avec une trentaine d'équivalents remorques de camions, ça en fait 3000 par jour. Sur 300 jours, puisque le week-end c'est pique-nique, ça fait 900 000. Voilà, n'importe quel gamin de CE2, CM1 sait calculer que 30 multiplié par 100 égale 3000, multiplié par 300 égale 900 000. Si vous avez un téléphone portable, il y a toujours une calculette, vous pouvez vérifier. On a revérifié, c'est juste. Et donc, 900 000 poids lourds, c'est 60% des poids lourds qui circulent entre le tunnel du Mont Blanc et le tunnel du Fréjus. Mais en tout état de cause, de toute façon, une amélioration de la qualité de l'air en Maurienne et en Vallée de l'Arve, on peut le faire tout de suite. C'est pas nous qui l'avons écrit, ce sont là encore tous les services de l'État, tous les ingénieurs généraux des ponts et chaussées. Nous avons lancé une pétition sur le site internet We Sign It, si je ne me trompe pas. Le lien est sur le site de Vivre et Agir en Maurienne, sur nos comptes Twitter. Allez la signer, renvoyez-la dans vos réseaux. On a besoin d'avoir des signatures pour soutenir les députés, y compris les députés qui d'ailleurs pourraient être pour le Lyon-Turin, mais qui considèrent que la question de l'eau doit être clarifiée, contrairement à ce que fait TED qui ne donne aucune information dessus. Merci.